qui essaye de nous enfermer et sous-estime la colère du dollar. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin 2. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon temps. Ce soir à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque vendredi à 18h, on se retrouve à l'antenne de Prune pour l'émission de Casse-Muraille. Cette semaine, on est en direct, donc faut pas hésiter à nous appeler. Et donc, dans les studios, on a Gaël à la technique. Oui, coucou. Tim qui arrive. Salut. Et c'est parti pour l'émission. Casse-Muraille, donc c'est une émission qui se veut garder une antenne ouverte pour toutes les personnes confrontées à l'administration pénitentiaire ou à l'enfermement d'un proche et qui trouvent la nécessité de faire entendre leur situation. Donc, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter pendant le direct ou à tout autre moment. Et c'est aussi une émission anticarcérale dans laquelle on souhaite défendre l'idée que l'on vivrait vraiment mieux sans prison et que nous avons tous intérêt à œuvrer à leur disparition. On est contre la prison en partie parce que, contrairement à ce qu'on dit chaque fois comme un slogan pour amener chacune à se sentir concerné, la prison, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Bon, ok, c'est vrai que même Sarko a eu le droit à son numéro d'écrou, donc maintenant c'est plus compliqué à dire, et qu'il peut arriver à n'importe qui, du fait d'un accident de la vie, de se retrouver derrière les barreaux. Mais bon, c'est du foutage de gueule pour Sarko et marginal pour les autres, une façon de donner le change de la fable selon laquelle nous serions tous et toutes égaux devant la loi. En réalité, la justice et la prison ne frappent pas au hasard. La justice et la prison sont des menaces bien rodées pour maintenir l'ordre d'un système où les privilèges des uns et des unes reposent sur l'exploitation des autres, le capitalisme quoi. La prison maintient le système injuste dans lequel on est tous et toutes obligés de vivre, et en ça, elle nous concerne tous. Et bien sûr, c'est l'État qui enferme les pauvres et les racisés. Dans cet État, l'exploitation économique va de pair avec la tradition coloniale et le racisme. Cet État, comme tant d'autres, incarne une nation qui érige ses frontières en valeurs pour continuer à trier, choisir et inférioriser les étrangers étrangères. En particulier, c'est eux qui arrivent de leurs anciennes colonies pour pouvoir les maintenir, eux parmi leurs pairs des autres générations en exploitation. Bref, les frontières, les tribunaux, les prisons, les CRA, les matons, la PAF, tout est lié. C'est pas un complot, c'est l'impérialisme et le capitalisme qui rongent nos vies. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait participer à notre manière, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui l'organisent à Nantes, mais on vous racontera, mais nous on est dans les studios, à la commémoration qui a lieu aujourd'hui. Oui, je peux commencer à faire passer une lecture de l'appel de la commémoration. Donc c'est un appel qui a été traduit dans plusieurs langues. C'est le même appel qui est utilisé par tous les gens qui célèbrent, enfin qui commémorent cette journée. Et du coup, on l'écoute tout de suite. Appel de la commémoration. Nous, familles, amis, solidaires des personnes décédées et disparues à cause des violences d'État le long des routes migratoires et dans nos quartiers, nous rassemblerons à nouveau le 6 février à l'occasion de la Journée mondiale de commémoration. Le 6 février est une journée de lutte contre le régime de mort aux frontières et pour exiger la vérité, la justice et la réparation des victimes de la migration et leurs familles, pour les victimes du racisme des États. Le 6 février 2014,
plus de 200 personnes, parties des côtes marocaines, ont tenté d'accéder à la nage à la plage de Tarajal, dans l'enclave coloniale espagnole de Ceuta. Pour les empêcher d'arriver en terre espagnole, la Guardia Civile a utilisé du matériel anti-émeute, tandis que les militaires marocains présents ont laissé les personnes se noyer devant eux. 15 corps ont été retrouvés côté espagnol. Des dizaines d'autres ont disparu. Les survivants ont été refoulés. Certains ont péri côté marocain. Les commémorations sont à la fois des commémorations et des protestations qui visent à construire collectivement des processus qui peuvent soutenir les familles dans leurs revendications pour obtenir vérité et justice concernant le sort de leurs proches. Ainsi, des actions collectives de mémoire et de dénonciation sont organisées chaque année à travers le monde. Alors que les politiques racistes de tri, de contrôle, de répression des populations ne cessent de produire décès, disparitions forcées, traumatismes, nous refusons d'oublier les personnes victimes de ces crimes le long des routes migratoires comme dans nos quartiers. À partir de cette année 2026, la commémoration prend une dimension sans précédent, car pour la première fois, nous unissons avec force la lutte des familles des personnes disparues sur les routes migratoires à celle des familles des victimes de violences policières et pénitentiaires. Cette convergence est essentielle et urgente, car elle amplifie notre voix collective et renforce notre détermination à exiger justice et dignité pour toutes les victimes que nous estimons sur les comptes de l'État. Nous refusons de considérer que certaines vies valent moins que d'autres. Nous appelons à renforcer les actions de solidarité et résistance collective, du local à l'international, de la mer à la ville, en passant par le désert et les montagnes. Nous appelons à amplifier les mobilisations contre les violences policières, judiciaires et pénitentiaires, contre la criminalisation des personnes exilées, racisées et précarisées. Nous exigeons la liberté de circulation et d'installation et l'égalité des droits. Nous exigeons la vérité, la justice et la réparation pour les victimes des politiques migratoires et des crimes d'État et pour leurs familles. Nous proposons à tous les collectifs de familles des victimes de nécropolitiques migratoires, aux organisations et groupes de solidarité, aux citoyens et citoyennes de tous les pays du monde, d'organiser des actions dans le cadre de la commémoration globale du 6 février 2026. Voilà, donc c'était l'appel à commémoration. Et donc à Nantes, le programme commence dès aujourd'hui. En fait, c'est commencé au Gazprom, 24 rue Fourré, si vous voulez vous y rendre. Depuis 17h30, il y a des écoutes de podcasts et des projections de films. Ça va durer jusqu'à 22h30 certainement. Donc il y a des podcasts entre autres de Chroniques amères et de Cases rebelles. Et des courts-métrages et le film Dire à la mine. Et demain matin, du coup, il y a un appel à se rassembler devant la passerelle Schulcher, du coup la passerelle qui mène au tribunal, à 10h30. Et du coup, il y aura une exposition, des témoignages, des prises de parole et un lâcher de ballons et de fleurs. On s'écoute une petite musique hein. Et ben, je vous propose d'écouter Zamdam Fluka. Mon cœur n'est pas alloué. Je viens du sud mais depuis petit ma tête est à l'ouest. Maman je t'aime, papa où t'es? Au bled je voulais prendre mon envol avec les alouettes. Avec ma famille on a tous une histoire. Combien de pères de naissance et de décès. Quand je brûle j'éteins mais je ne raconte pas. Phrase trop chill attentat. J'ai traversé l'Espagne dans un Honda pour chercher mon trésor même s'il m'attend pas. J'aime quand tu souris et que tu dis que tu m'attends. Pas quand tu pointes nos soucis sur ma tempe. Comme si c'était un gun bien chargé. Je vais vous raconter une histoire. C'est chacun sa part de chance, chacun sa part de malheur. Et des fois, la chance c'est maléfique et le malheur c'est bénéfique, en vrai. 4h du mat, je me réveille, je fais une prière. J'espère que Dieu va bénir ma traversée. Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versées. Je fais mon sac et je sors, sans faire de bruit chez moi personne doit savoir. Aujourd'hui j'ai rien, alors je suis personne. Demain je serai quelqu'un car demain je vais avoir. À 7h du mat, je vois le ciel et les oiseaux s'envolent et on compte. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens
le sel sur ma peau. Lolita s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi j'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute. On m'a dit que la France est si belle, des opportunités de travail. Dans ma tête j'ai plein de rêves, très loin des champs de bataille. Si cette fois ma chance m'est fidèle, promis je m'éloignerai du mal. Je peux plus faire marche arrière, il est déjà 11h du mat. Bref, la vie c'est un voyage, mais pour nous ça démarre à la flouca. Combien de noyades ont été causées par cette flouca. Effacer tous mes souvenirs, j'aimerais effacer tous mes souvenirs. Des fois où ils disaient que j'étais inapte, des fois où ils disaient que j'étais inapte. Effacer tous mes souvenirs, effacer tous mes souvenirs. Nadim Kham Jachiri, Nadim Kham Jachiri. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et alors, bon, moi je vais prendre un petit peu de recul par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je vais nous éloigner pour finalement y revenir. Puisque ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de la police ICE aux États-Unis. ICE qui est le service fédéral d'immigration et de douane. En fait, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais là, après le meurtre de 2 observatrices de la police en 15 jours, même les journalistes les plus conciliants et conciliantes n'ont pas pu regarder ailleurs. Avant, ça m'énervait de suivre l'actu des États-Unis alors que j'avais rien demandé. Et puis finalement, je me dis que c'est un peu les mêmes logiques qui sont appliquées ici et là-bas. Quand je dis ça, je veux dire que les États-Unis et les États européens sont des États capitalistes occidentaux bâtis sur la traite atlantique et la colonisation d'une grosse partie de la planète au cours des derniers siècles. Tu l'as dit mieux que moi tout à l'heure, Clara. Alors, ensuite, en préparant cette émission, on a trouvé un article publié par le site Abolish Frontex. Donc, Abolish Frontex, c'est un réseau de gens et d'organisations qui militent pour la liberté de circulation et d'installation en Europe et dénonce du coup l'agence Frontex, une agence européenne publique chargée de la surveillance des frontières de l'Union européenne. Concrètement, c'est des contingents de flics de tous les États européens qui se rassemblent pour patrouiller aux frontières de l'Europe et empêcher les personnes en exil de passer. Ces agents sont déployés sur différents lieux de passage frontaliers, que ce soit en mer entre la Grèce et la Turquie, ou entre la Grèce et la Libye, ou entre la Libye et l'Italie, ou entre l'Italie et la Tunisie, ou encore en frontière terrestre, il y a la Pologne et la Biélorussie. Abolish Frontex compare donc ICE, la police des États-Unis, à Frontex de l'Europe. Et il faut dire que les 2 agences ont été créées à la suite du 11 septembre 2001, imprégnées de la théorie de la guerre des civilisations. Alors, en poursuivant vite fait mes petites recherches, j'ai aussi trouvé un autre point de comparaison entre les 2 agences, puisque le chef de ICE est un néo-nazi assumé, dont je n'ai même pas retenu comment il s'appelle. Et Frontex, il faut savoir que du coup l'agence a eu comme directeur Fabrice Leggini entre 2015 et 2022. Alors ce Fabrice-là, c'est un haut fonctionnaire français qui a été poussé à la démission après que l'Office européen de lutte antifraude ait demandé des sanctions à son encontre, car ils lui ont reproché des centaines de cas de refoulement en mer. Alors les refoulements en mer, c'est une pratique illégale qui vise à empêcher les bateaux d'accoster, donc les bateaux de personnes exilées, et du coup qui les force à faire demi-tour. Et du coup, souvent, vu qu'il n'y a plus de carburant ou quoi dans les bateaux, les gens, ou que les conditions sont difficiles, ou que les gens sont déjà épuisés, bon bref, ça fait des centaines de morts en Méditerranée, voire des milliers de morts en Méditerranée. Et du coup, ce criminel-là d'État, donc bien franco-français, suite à sa démission de Frontex, il s'est fait élire en tant que député Rassemblement National au Parlement européen.
Bon, voilà. Mais du coup, en fait, en continuant à faire ce parallèle entre ICE et Frontex, je me dis que dans la balance, on pourrait aussi rajouter la PAF, la police aux frontières. Puisque en fait, la police aux frontières, c'est un peu les Français de l'immigration finalement, qui sont présents dans toutes les grandes métropoles, et qui sont présents aux aéroports, qui patrouillent, qui contrôlent les gens, au faciès, hein, ça reste des flics, donc ils font des techniques de flics. Et après, c'est eux qui emmènent les gens en rétention, c'est eux qui tiennent les centres de rétention administrative, et c'est eux qui gèrent les expulsions. Voilà. Et c'est eux aussi qui patrouillent à Calais, par exemple, le long de la frontière, qui empêchent aussi les bateaux de partir vers l'Angleterre, et qui chassent les migrants le long de l'autoroute, qui poussent les gens à prendre des risques et à se foutre sous des camions, etc. etc. Et en fait, voilà, c'est là que je voulais en venir, que tout ce truc est lié, et tout ça pour... Peut-être tu avais un truc à dire ? Sur le parallèle que tu faisais avec la PAF, faut dire, ces personnes-là, c'est leur seul métier de traquer les étrangers. On appelle ça police aux frontières. En fait, leur métier, c'est de contrôler des gens et de trouver les gens qui n'ont pas les bons papiers pour les enfermer et les expulser. Quoi. Ouais. Et maintenant qu'on en est là, on va encore vous bassiner avec le CRA. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'à Nantes, il y a quand même ce projet d'ouvrir un CRA de 140 places. Pour doubler ce CRA, c'est un projet de Darmanin de doubler les effectifs d'enfermement, les capacités d'enfermement des étrangers en France en rétention administrative. Et voilà. Et du coup, c'est la PAF. Donc, il y a déjà des services à Nantes, il y a déjà des flics de la PAF au commissariat central de Nantes et à l'aéroport Loire-Atlantique. Mais du coup, ça veut dire aussi... mais je sais pas, il y a peut-être des gens ici parmi vous qui ont les chiffres. Je sais plus combien de keufs ça ramènerait ce CRA, mais ça fait des centaines de flics en plus pour bosser en Loire-Atlantique. Ouais, ça fait un paquet, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pas les chiffres exacts non plus. Non, je me souviens plus. Et quand on parle de ICE aussi, je trouve que c'est bien de rappeler aussi qu'il y a une très grosse résistance qui se met en place aux États-Unis. Même des tas de gens qui, je pense, se préoccupaient pas trop de ces questions auparavant, se sentent un peu obligés là, de prendre parti. Il y a des mobilisations très grandes. Il y a à Minneapolis surtout, là, il y a eu des manifestations monstres où en fait il y a plein d'entreprises qui ont fermé pour permettre à leurs employés d'aller manifester. Il y a, je pense que vous suivez un peu les infos, vous savez déjà, il y a beaucoup de gens qui patrouillent avec des sifflets pour prévenir quand il y a les patrouilles de ICE qui arrivent. Mais aussi, moi, sur le parallèle avec les centres de rétention, je me dis, en fait, c'est vraiment des polices là, qui font des rafles à une grande échelle, comme on ne connaît pas forcément encore en France dans la période actuelle. Voilà. Mais qu'on en voit déjà les prémices en fait. C'est qu'à Nantes, il y a déjà eu des opérations comme ça massives organisées par la préfecture qui ont été dénoncées comme étant des contrôles aux faciès où en fait il y a des énormes opérations de police à Commerce et dans certains quartiers pour contrôler toutes les personnes racisées et pour l'instant c'est seulement les personnes qui sont effectivement en situation irrégulière qui sont fermées mais en fait ça peut vite déraper. Et quand on regarde comment que ça se passe là aux États-Unis avec ICE, en fait, qui arrête tous les gens, y compris des gens qui sont américains, mais qui sont racisés, et qui, après, des fois, en plus, on n'arrive pas à tracer qu'est-ce que deviennent les gens, où est-ce qu'ils disparaissent, comment. Moi, je me dis, si la situation, elle se dégrade en France, là, à ce niveau-là, eh ben, on sera content d'avoir empêché un centre de rétention de plus à un moment où là, pour l'instant, j'ai l'impression on ne se met pas trop en danger notre vie en s'opposant au centre de rétention. Là, aux États-Unis, les gens maintenant en sont à risquer leur vie à chaque fois qu'ils s'affrontent aux brigades de ICE. Donc, je pense que c'est vraiment le moment là, quand on a encore un peu quelques marges de manœuvre, de lutter contre le centre de rétention. Et maintenant, je voulais, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose. Je voulais vous faire écouter un portrait de Jérémy Bayik Mboua. C'est un Camerounais qui a fait un parcours migratoire et qui a
qui a fini par mourir au cours de ce parcours, il y a un site internet qui recense tous les personnes disparues comme ça aux frontières et qui essaye de contacter les familles pour obtenir des témoignages. Et donc là, c'est un témoignage de sa maman et du coup, on va l'écouter ensemble. Et le site s'appelle missingattheborder.org. missingattheBorders.org. Je m'appelle Ngombamba Emilien Solange, je suis la mère de Bayik Mboua Jérémy, mon enfant qui a disparu depuis novembre. Il part d'ici à Edea depuis début novembre. On a fait presque 1 mois sans ses nouvelles. On essaie de l'appeler, son numéro ne passe pas. Une semaine après, 1 semaine et demie, il nous fait appel pour nous dire qu'il n'est plus au Cameroun. Il est déjà au Niger. Quelques temps après, j'appelle mon fils, son numéro ne passait plus. Je suis entrée dans les inquiétudes. Bon. Apparemment, 2 à 3 jours, il rappelle. Il me dit que maman, ne t'inquiète pas, je pars pour nous chercher la vie. Je dis à mon enfant que oui, c'est beau, mais ce n'est pas ce que je voulais. Que tu prennes ce genre de route. Mieux partir dans le bois, la voie légale. Quelques temps après, son numéro ne passait plus. On n'avait plus de contact avec lui. Rien. Mon fils Mbouabaïk Jérémy, c'était un enfant très sage. Depuis le bas âge, depuis son entrée à l'école, toujours brave. Jusqu'à il a eu son bac. Mon enfant, c'était un enfant très gentil, jovial. Il embrassait tout le monde, il aimait tout le monde. Il était que quand il a quelque chose, il partage à tout le monde. J'ai le souvenir de mon enfant le jour que sa cousine était morte ici. Il me dit que maman, me voici, on va partir au deuil au village. Mon enfant a fait quelque chose que on était assis. Il a donné à manger à tout le monde et à boire. Il me dit que maman, c'est ça. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Laisse-moi faire, c'est le deuil de ma cousine. C'était un souvenir que ça m'a marqué. Bayim Bois-Jérémy, c'était un brave garçon. Il se souciait de la famille. Il a décidé de voyager en disant quand il va arriver là-bas, il va aider toute la famille. Parce que la famille est pauvre. C'était ça son objectif en voyageant là-bas. Jérémy, c'était un gars qui se battait dans tous les sens. Il cherchait son argent, il se battait pour venir aux besoins de sa famille. La motivation de départ de mon fils, ses rêves étaient d'aller chercher pour nourrir sa famille derrière. Et sa passion, c'était le peu de la musique. Il a voyagé pour chercher et il était basé beaucoup dans la musique. Ses rêves étaient de partir pour soutenir la famille. Il arrive au Niger, il dit que maman est en train de traverser pour arriver à l'Algérie. Son numéro ne passait plus. Toutefois qu'il arrive à l'Algérie, c'est là il fait signe. De temps en temps, parfois son numéro ne passait pas. De temps en temps, c'est lui qui faisait signe. Étant à l'Algérie, quelques temps après, son numéro ne passait même plus. C'est là où il envoyait souvent ses photos et ses vidéos étant là-bas. Notre fils nous demande de l'aide étant déjà au Niger. Il veut un peu d'argent pour qu'il survive de ses besoins. C'est là où on envoie l'argent depuis au Niger. Depuis le Niger jusqu'en Tunisie, il ne nous a pas demandé de l'argent. Plus la nouvelle de la mort de Bayik Mboua Jérémy, toute la famille est en deuil. Moi, sa maman, son père, sa grand-mère, ses tantes, ses soeurs, ses nièces et cousines, et grand-mères. Nous tous, nous sommes en deuil.
On ne sait pas pourquoi notre fils nous a laissés. Même pas dire au revoir. Jusqu'à présent, on est sur le choc. Très très chaud, très grave. Le sable brûlant sous les yeux, j'envie mes zincs d'Europe et leur parka. Je vois les bateaux se barrer, j'aimerais bien y être. Tous les mois je vais coffrer un yep. Beledi, j'aime ta terre mais pourtant je m'ennuie et je survis tout le temps. Du monde je peux même pas faire le tour en tournant en rond dans mes tourments. Et ouais y'a bois, rino rouge mal bambour. J'ai besoin de ta baraka, Imna j'ai besoin de ton amour. Je veux m'en aller, j'y mettrai toute ma nia. شفت البحر ما عنديش نزار. On voyage léger parce qu'on a le cœur lourd. الغربة جاتني يا mon amour. Je fais pas de manière pour حرق la galère. Je l'ai vu sur la mer, mais ma vie pue la mer. Trop tard pour changer de route, je paierai le prix que ça coûte. Même si le ciel doit me tomber sur la tête. Je voudrais un meilleur avenir pour toutes les années à venir. Même si je prends le risque de ne jamais revenir. Et je ne penserai qu'à ma mère le jour où je prendrai la mer. J'ai tatoué son visage dans mes souvenirs. Et ouais y'a bois, rino rouge mal bambour. J'ai besoin de ta baraka, Imna j'ai besoin de ton amour. Je veux m'en aller, j'y mettrai toute ma nia. شفت البحر ما عنديش نزار. On voyage léger parce qu'on a le cœur lourd. الغربة جاتني يا mon amour. Je fais pas de manière pour حرق la galère. Je l'ai vu sur la mer, mais ma vie pue la mer. Trop tard pour changer de route, je paierai le prix que ça coûte. Même si le ciel doit me tomber sur la tête. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Voilà, donc vous êtes toujours à l'antenne de Prune et on vient d'écouter ZKR en featuring avec Massine, Cœur lourd. Et on a même eu le droit à la fin du clip, si vous avez l'occasion d'aller le voir sur YouTube, c'est un très très beau clip. Voilà. Pour continuer l'émission sur le thème de la commémoration et donc évidemment dénoncer le sale boulot que fait Frontex en Méditerranée, on voulait vous parler d'une actualité. Et ouais, là, il y a le réseau Migre Europe qui a fait sortir une info où du coup c'est un patrouilleur des gardes-côtes grecs qui a foncé dans une embarcation de personnes en exil là, mardi. Et voilà, bah, du coup, pendant un moment, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Finalement, il y a quand même des rescapés qui ont pu être interrogés à l'hôpital et en fait qui ont dit qu'à un moment, ils ont vu le projecteur du bateau s'allumer et le bateau leur fonçait dessus sans aucune sommation, sans rien du tout. Et en fait, ils les ont fait chavirer. Et voilà. Donc, il y a 11 corps qui ont été... Non, 15 corps ou 14 corps qui ont été retrouvés. Une personne qui est décédée à l'hôpital ensuite. Donc, ça fait 15 morts dans ce truc-là. Mais en fait, les gens ne peuvent pas dire combien il y avait de personnes sur le bateau. Donc, c'était surtout des Afghans, je crois, qui étaient dans le bateau.
Voilà, il y a a priori un Marocain qui a été identifié comme tenant la barre du bateau. Du coup, ils sont en train d'essayer de l'inculper pour trafic d'êtres humains et dire que c'était lui le passeur, ce qui est le grand classique. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de... Enfin, il y a des camarades qui doivent passer pour parler d'un procès, là, pour raconter le côté systématique de ces procédures qui se passent aux quatre coins de l'Europe en ce moment. Voilà, là, ça ne déroge pas à la règle. Et en fait, ce que j'ai trouvé frappant aussi dans cette histoire, c'est que, comme dans tous les crimes d'État qui se passent, donc à chaque fois, ils nous parlent qu'il faut être super équipé, avoir des caméras, des trucs et tout. Mais là, en fait, le bateau, la caméra ne fonctionnait pas, ni avant qu'il percute l'embarcation pneumatique, ni pendant, ni après pendant le sauvetage. Et ils ont dit que non, ça marchait pas, ou non, il n'y avait pas besoin de l'allumer, ou je sais pas quoi. Et en fait, voilà, c'est toujours là ce truc de que ça se passe, comme si ça se passait loin de nous et du coup qu'on soit pas au courant et du coup qu'ils puissent avoir la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Mmh. Ouais, c'est encore un crime d'État auquel répond bien le slogan de cette journée de commémoration du 6 février. Chaque vie vaut plus que leurs lois, leurs murs et leurs armes. Pour finir l'émission, on va passer à un second témoignage du site missingattheborders.org. J'espère qu'il ne va pas y avoir un souci technique là parce que j'ai pas téléchargé et du coup je lance tout de suite. Je m'appelle Aminatou Hassan, je suis la grande sœur de Ousmane Hassan qui est parti chercher pour nous aider, mais par la grâce de Dieu, il est resté là-bas. Non, il est mort. Il est parti, je crois, en 2013, mais on a reçu sa mort en février 2014. Mon petit frère Ousmane, il est le 8e de la famille parce que nous sommes à 10. Il est le 8e parmi nous. Et il est en harmonie avec tout le monde. Donc c'est un enfant qui voulait le progrès de la famille. Il disait que ma soeur, Inch'Allah, je vais essayer de nous sortir dans le problème. Je vais sortir mon père et ma mère dans la pauvreté. Même ici, il se battait parce qu'il court. Il court les chemises, les vestes. Mais il a dit que c'est peu, l'argent est tellement difficile ici au Cameroun. C'est mieux qu'il aille chercher. Mais par la grâce de Dieu, mais il aimait tellement le football. Mais il ne pouvait pas faire le football, il fallait qu'il aille chercher. Le temps était déjà arrivé, il ne peut rien. Même son corps, on n'a pas vu. Nous sommes dans une famille, nous sommes à 10. 5 filles, 5 garçons. Mais parmi nous, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de grands commerçants. Il fallait quelqu'un qui va peut-être aider nos parents. Nous, peut-être, on peut se chercher. Nous-mêmes, nous sommes en mariage, mais nous n'avons pas assez pour pouvoir aider. Et le moment qu'il est parti, même l'eau coulait dans notre maison. S'il pleut, il fallait qu'on laisse, on fait sortir de l'eau. C'est après qu'on a pu contribuer, on a mis le ciment et on a mis le truc. Mais lui, quand il voit comme ça lui dérange. Il a alors décidé, il dit que non, moi je suis un homme. Je peux aller chercher pour nous aider. Donc c'est pour ce but qu'il est parti. Voilà, tous les petits-fils ils sont avec ma mère. Ils sont avec ma mère. Et le père est décédé. Il faut qu'on les aide d'ici par là. Donc il avait cette envie d'aider la famille. Comme il savait que nous ne voulons pas qu'il parte, il s'est préparé avec ses amis. Comme il court, il a fait peut-être ses petites économies. Ils se sont entendus avec ses amis. Il est venu juste nous dire au revoir. Mais arrivé au Niger, on nous appelle. On nous dit qu'ils sont calés. Ils ne peuvent pas faire autrement. On a essayé de voir ce qu'on peut faire avec la famille. On a envoyé de l'argent. Ce n'était même pas grand-chose. C'était peut-être vers les 70 000 comme ça. On a essayé 5 000, 10 000. On les a envoyés. Avant d'entrer en Algérie, il nous a fait signe. Même là-bas, il nous a demandé un peu d'aide. On a essayé aussi de l'envoyer. Et après, il est arrivé au Maroc. Mais il est revenu en Algérie. Il court. Il m'a dit qu'il a trouvé le travail. Il court avec l'ordinateur. Une fois, il a essayé, il a travaillé, il a essayé de nous envoyer quelque chose. Le jour-là, mon père était tellement content. Et à partir du Maroc, comme il travaille, il a laissé mon numéro.
il a demandé à ses colocataires d'appeler sa sœur et lui dit qu'il est en train de partir. Il a travaillé, il a eu son gilet, il a eu le réseau, il est en train de partir, on prie pour lui. Mais c'est après son décès qu'on m'a appelé. Vraiment, ça nous a affecté. Et lui, on n'a même pas pu voir son corps. Et on a essayé, mon père nous a réunis, il a dit ok, comme on n'a pas vu le corps, on n'a pas dit qu'il est vivant, essayons de lui faire le sadaka. On est resté, on a pleuré, on lui a fait le sadaka. À un moment même, on nous avait donné l'espoir qu'on devait ramener, on a même pris le crachat de mon papa pour aller voir le corps qui restait, pour faire, comment on appelle ça, l'ADN. Si c'était possible, on devait peut-être qu'on avait l'espoir, qu'on devait ramener mon frère, peut-être. Je sais que l'être humain a toujours l'espoir. Bon, et là c'est rien. Aujourd'hui ça fait déjà 10 ans, ça fait 11 ans. 11 ans. Donc les enfants, les jeunes ont l'ambition. Donc il ne faut pas les freiner, il ne faut pas les tuer. Il faut plutôt les encourager et quand ils sont en danger, il faut les aider. Et ce qu'on a fait à nos familles, s'il y a possibilité, je dis bien, on peut nous faire la justice. Et comme nous aussi, les gens qui ont perdu leur famille, si c'est possible, nous pouvons aussi voir le corps de notre frère et prier pour lui, voir que nous serons là en paix, si c'est possible. Et voilà, c'était du coup encore un extrait encore un portrait qui a été fait par Missing at the Borders, pardon. Voilà. Et on va terminer l'émission là-dessus en fait. Oui, carrément. Et puis on vous rappelle que c'est toujours possible donc de vous rendre à la commémoration qui est organisée par l'association Gazprom et le collectif Gaz Rebelle au Gazprom ce soir. 24 rue Fourré. Ouais. Où vous allez pouvoir rencontrer des gens, écouter des podcasts et regarder des films. Et demain, ce samedi 7 février, devant la passerelle Schulcher, qui est la passerelle qui est devant le tribunal, il y a un rendez-vous à 10h30 avec une exposition, des témoignages, des prises de parole, un lâcher de ballons et de fleurs. Voilà, peut-être la semaine prochaine, du coup, on ne sera pas en direct. Donc, on a déjà monté une petite émission là que vous pourrez écouter. Et d'ici là, on peut rappeler les contacts encore. Du coup, notre numéro de téléphone, c'est le 07 82 98 43 59. Et pour nous écrire, c'est à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Merci de votre écoute et puis à la semaine prochaine alors. Ouais, bonne semaine. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.